la voûte transparente de l'hémicycle vibra sous l'impact silencieux des flux gravitationnels qui passa dans la matrice. Comme toujours, l'Assemblée Interflotte avait choisi ce moment fugace, juste avant l'aube stellaire, pour que l'éclat naissant des soleils voisins tombe directement sur nous, baignant les travées de lumière spectrale. Assis parmi des dizaines d'espèces, je sentais mon cœur battre à contretemps du murmure collectif, tandis que les hologrammes tactiles flottaient au-dessus des pupitres. Une voix chuintante, modulée à travers un éventail de membranes translucides, annonça l'ordre du jour. Aussitôt, l'image de la nacelle Orichalcum apparut, pivotant sur elle-même, ses facettes changeant d'angles impossibles, comme si son contour se réécrivait au gré de chaque respiration. Le silence qui suivit était celui de prédateurs en chœur. Tous nous savions ce que cette apparition signifiait, l'entrée dans une zone où le réel lui-même risquait de se défaire. Je ne pus m'empêcher de poser mes doigts sur le rebord de mon pupitre, lisse comme une pierre polie. À cet instant, l'héritage de ma lignée pesait plus lourd que le corps entier des flottes. Les architectes stellaires, mes aïeux, avaient dessiné des stations capables de synchroniser des orbites à la précision d'une note de musique. Mais la nacelle, elle appartenait à une autre échelle. Ces concepteurs avaient pensé en dehors du feuillet ordinaire, sculptant la topologie comme une pâte malléable. Je le savais. Le Conseil le savait aussi. Le chef de la faction Serate, drapé de ses écailles noires, se leva alors. Ses mandibules tinrent un cliquetis sec, amplifié par les traducteurs. En lui, tout n'était que droiture militaire et menace implicite. Sa posture disait assez sa volonté, appropriation, contrôle, suprématie. Les Sérates ne comprenaient des orbes dimensionnels que leur exploitation brute, jamais leur fragilité. Ces paroles furent un crépitement qui vibra dans l'air, que l'Assemblée devait, au nom de la sécurité interflotte, déléguer à sa flotte guerrière la garde de l'artefact. Ma gorge se serra. Je savais que répondre revenait à enfourcher une onde incertaine, qui pouvait emporter plus d'alliés qu'elle n'en consolidait. Mais je pouvais lire le courant sous-jacent, si personne n'élevait de voix contraire, la nacelle basculerait entre leurs griffes. Alors je pris la parole. Ma voix résonna, traduite en faisceau lumineux pour les espèces sans tympan. Je rappelai que la nacelle n'était pas une arme mais une matrice de réalité. Que céder son destin à la plus belliqueuse des factions reviendrait à placer tout l'univers sur une lame instable. Des remous traversèrent la salle. Certains se tournaient vers moi avec intérêt, d'autres avec suspicion. Le Conseil, perché sur ses estrades mouvantes, demeurait muré dans une neutralité glacée. Pourtant, j'aperçus dans le regard translucide du doyen Taramed un éclat qui n'était pas indifférence, c'était une mise à l'épreuve. Je compris que je venais d'entrer dans une partie dont les règles dépassaient la joute oratoire. Les forces qui m'entouraient se fichaient de savoir qui avait raison. Ce qui comptait, c'était qui prendrait l'initiative, qui orienterait la géométrie des alliances. Mes sens s'affûtèrent. Chaque mouvement d'aile, chaque frémissement de fronde caudale dans l'amphithéâtre me semblait soudain un signe. Et quand les luminaires s'ajustèrent sur la nacelle Orichalcum, renvoyant 1000 reflets fractales sur nos visages, j'eus clairement la sensation que nous étions déjà happés dans son orbifold. Plus tard, alors que les travées bruissaient encore d'arguments et que les délégués quittaient l'hémicycle, je restais en retrait. L'image flottante de la nacelle continuait de tourner, seul vestige du débat suspendu. Je m'en approchai. À chaque pas, sa structure semblait se réagencer, comme si elle cherchait à se caler sur mon propre rythme intérieur. Puis la nappe d'air vibra, une silhouette mouvante m'attendait. Un membre du conseil s'avança, haut et fin, dont le visage alliait traits humains et reflets amphibies. Sa voix était un filet d'eau. Il me souffla que certains indices, tirés des anciennes archives, évoquaient une filiation architectonique, qui me liait davantage à l'artefact que quiconque ici. J'en eus le souffle coupé, les fragments épars d'héritage que j'avais toujours soupçonnés prenaient la forme d'une pierre angulaire. Je me rappelais les contes que murmurait ma mère sur l'Oxarite, quand elle évoquait les lignes invisibles qui cousaient les étoiles. Elle ne parlait pas de mythes, elle me préparait. Mais si moi seul pouvais entendre la nacelle chanter, alors j'étais aussi la première cible. Je quittai l'hémicycle par le couloir aux parois translucides, où vibrait encore l'écho des délibérations de l'Assemblée Interflotte. Une vibration insidieuse secoua l'air et la courbure même des murs de la grande salle sembla se convulser. Le sol du forum ploya comme une mer au passage d'une houle invisible, et les émissaires, pris de vertige, tentèrent d'agripper leurs pupitres translucides. Dans l'espace central de l'Assemblée, au-dessus du disque suspendu des orateurs, une bulle sombre jaillit comme un caillot dans la chair de la réalité. Elle pulsa un instant, avalant les lumières alentour,
puis laissa retomber sur nos rétines un frisson de non-couleur qui me vrilla l'esprit. J'inspirais lentement, cherchant à surmonter le spectacle, car je savais ce que je voyais, une signature d'Orichalcum. La nacelle réagissait malgré tous les scellés imposés. La fascination muette me traversa comme un sable brûlant, je devais conserver le contrôle, car les regards des conseillers convergeaient déjà vers moi, l'héritier des architectes. La bulle se rétracta enfin, comme une gorgée avalée par un géant invisible, et la salle retrouva son équilibre fragile. Mais le silence qui suivit était encore plus lourd que la distorsion. J'entendais, dans ce vide sonore, la promesse d'accusation et de soupçon, car la faille avait surgi précisément au moment où j'étais invité à m'exprimer. Je fis quelques pas vers l'estrade, mon cœur battant contre ma carapace thoracique, les doigts tremblants à la jointure des membranes. Des myriades d'yeux, de capteurs et d'antennes étaient braqués sur moi. Je n'avais pas le choix, à moi d'imposer l'interprétation de l'événement avant que la faction des Cérates n'exploite la peur pour imposer sa ligne brutale. Vous avez tous senti ce frisson, dis-je, ma voix s'élevant en claquements modulés, aussitôt traduit en centaines de fréquences compréhensibles. Ce n'était pas une attaque ni une arme. C'était un écho, un avertissement. La nacelle se manifeste, rappelant qu'elle n'appartient à personne mais qu'elle réagit aux tensions de ceux qui la convoitent. Un sifflement irrité monta dans les rangs des Cérates. Leur silhouette cuirassée n'aimait pas mes mots. Je lus dans l'éclat de leurs capteurs optiques la certitude que l'instant était idéal pour inverser l'accusation. Leurs officiers siégeaient dans la nef orientale, serrés comme un bloc de métal rougi prêt à fondre. Ils réclameraient bientôt l'artefact sous prétexte de le sécuriser. Je me redressai, sentant la molette d'angoisse dans ma nuque se dévisser lentement. Je devais guider la salle vers une autre perspective. Alors j'invoquai les légendes de ma lignée. Lorsque les premiers architectes dressèrent les arches stellaires de l'Oxarite, ils s'appuyèrent sur les mêmes résonances que celles que vous avez perçues. Mais ils apprirent très vite que l'Orichalcum ne tolère pas la violence. Chaque fois qu'une lignée chercha à la servir, la trame orbitale se déchirait autour d'eux. Les archives sont claires. Je guettais les visages. Plusieurs ambassades remuaient vivement leurs traducteurs holographiques. La délégation des Aératides pencha ses collerettes de plumes cristallines, intriguée. Mais les Cérates ne clignèrent pas. Je sus alors qu'ils prépareraient une contre-attaque rhétorique plus tranchante qu'une vrille de champ magnétique. Soudain, l'un de leurs commandants bondit sur ses pattes coudées. Sa voix métallique claqua au-dessus du cercle. Des légendes? Rien qu'un voile pour masquer l'instabilité dangereuse de cet engin. Chaque minute qu'il reste entre les mains d'érudits rêveurs menace nos flottes. Nous, Cérates, exigeons le contrôle immédiat de la nacelle. Nous la neutraliserons avant qu'elle n'implose vos précieuses orbites. Le tumulte s'éleva. Les modules gravité peinèrent à équilibrer les masses agitées, et les panneaux gravés de runes interstellaires vibrèrent sous l'onde montante. Je refusais d'être submergé. Je frappai la plaque de l'estrade de ma paume, imprimant un claquement clair qui coupa brièvement les clameurs. Neutralisé. Vous croyez pouvoir étouffer un champ de structure par les armes? Je vous avertis, chaque tentative de coercition ne fera qu'intensifier ces déformations. Nous risquons plus qu'un conflit entre flottes. Nous risquons le choc orbifold. À l'évocation de ce terme, la salle s'immobilisa comme prise dans une gangue. Ce concept n'appartenait pas au discours courant, mais aux récits enfouis de la voûte des archives, un danger raconté comme une fièvre mythologique. Je vis même des conseillers retirer leurs capuchons polychromes, geste rare en public, comme si une pudeur sacrée venait d'être traversée. Les fragments de lumière se dissolvaient devant mes yeux, éclatant en gerbes d'étincelles instables qui ruisselaient dans l'air raréfié de l'hémicycle. Un vertige brutal parcourut l'assemblée, les archives hologéniques, fondement de mémoire et d'autorité du Conseil, venaient de se briser comme une glace trop fine sous le poids d'un secret trop lourd. Les silhouettes suspendues dans l'azur artificiel se liquéfièrent, vidées de consistance, laissant flotter des bribes de formules et d'images tronquées qui s'évaporaient aussitôt. Un souffle de peur inavoué traversa les gradins concentriques, sans archives, la raison commune se retrouvait amputée, et tout débat risquait de n'être plus qu'une mêlée de soupçons. La gravité intérieure, déjà fragile, fluctua d'un cran, et plusieurs diplomates dérivèrent à demi dans l'air, agrippant désespérément leurs attaches podales. Je restai figé devant la matérialisation du désastre, mon poing encore crispé contre l'estrade. Le mot que j'avais prononcé, choc orbifold, n'aurait jamais dû franchir mes lèvres. Mais à présent, je sentais qu'une main invisible avait donné le coup de grâce à l'ordre apparent, les archives ne s'étaient pas effacées par hasard. Je distinguais,
quelques rangs au-dessus, le visage cuirassé d'un émissaire Sérat qui, paradoxalement, affichait une sérénité glaciale, comme si cet effondrement n'avait fait que valider ses attentes. La confusion dura de longues minutes, rythmée par le vrombissement des projecteurs gravitationnels en surchauffe. Finalement, des rideaux d'énergie rose se déployèrent depuis la voûte et calmèrent les oscillations de l'espace interne. Je respirais plus lentement, forcé de garder mon masque impassible. Mais toute mon attention fumait vers un constat, à partir de maintenant, chaque faction allait vouloir combler le vide de la mémoire par son propre récit. C'était le moment exact où les masques allaient commencer à se fissurer, ou au contraire à se figer plus solidement dans le jeu diplomatique. Un ambassadeur des aératides, long corps translucide dont les membranes palpitantes s'ornaient de reflets irisés, flotta lentement vers le centre. Son timbre ressemblait à une flûte d'orage. Les images sont cendres, mais je me rappelle. Nous savons tous quelle puissance sommeille dans la nacelle Orichalcum. Nul ne peut la garder seule. Si ce n'est pas l'Assemblée, alors personne. Un murmure affirma son discours, gonflant comme une houle dans le demi-silence. Pourtant, derrière la relance morale, je perçus l'éclat troublant d'intérêts parfaitement distincts, leurs colonies atmosphériques, dépendantes des flux dimensionnels, avaient besoin plus que quiconque de nouveaux corridors orbifoldiens. Je scrutai alors la rangée des Cérates. Leur silhouette massive encadrait le commandant Omdeka Poli. Il ne parla pas encore, mais ses yeux abritaient une certitude avide, les archives détruites, aucune preuve ne pouvait plus empêcher ces guerriers de réclamer la neutralisation armée de la nacelle. Les Cérates vivaient sur la dissuasion et la crainte, et je savais que leur stratégie consistait à présenter toute alternative comme une faiblesse. Derrière eux, je remarquai une délégation plus discrète, les tirs, enveloppe chitineuse fine, qui ne s'exprimait presque jamais. Pourtant, je savais par mes voyages sur l'Oxaride qu'ils cultivaient des archives parallèles, gravées dans des trames de cristaux. Leur silence apparent cachait un pouvoir silencieux, celui qui possédait la mémoire intacte pouvait modeler la vérité pour les générations futures. Si je voulais survivre à ce chaos, il me faudrait leur soutien, ou du moins obtenir que leur neutralité ne se retourne pas contre moi. Ma voix, quand je la repris, résonna plus grave que je ne l'imaginais, quelles que soient nos divergences, nul ne peut forcer la nacelle sans risquer que les orbifolds ne s'effondrent. Vous parlez de neutraliser, mais neutraliser quoi? Une relique architectonique dont même le mot de marche nous échappe? Chaque faction ici présente a son calcul, mais souvenez-vous, sans mémoire partagée, chacun ne fait que tordre le miroir vers son propre reflet. À mesure que je parlais, je vis les dissensions prendre corps. Les aératides réagirent par un mouvement spiralé de leurs appendices, signe de tension contenue. Les Cérates raffermirent leur posture, comme pour rappeler que seule leur discipline pouvait imposer un ordre. Les tirs demeurèrent immobiles, mais un clignotement dans les facettes de leurs yeux laissait deviner qu'ils enregistraient chaque souffle, chaque omission. Je percevais l'extrême fragilité du moment. Un mot de trop et la station aurait éclaté en un chaos diplomatique qui donnerait prétexte à l'intervention armée. La gravité générée vibrait encore par à-coups, jetant des participants contre les parois, comme si la station elle-même retenait son souffle. L'éclair n'était pas lumineux mais gravitationnel. Il fendit la salle comme une onde vrillée dans la courbure même de l'air. Les champs de sustentation se mirent à grincer, et j'eus l'impression d'être un instant étiré en deux directions contraires. L'instant d'après, un PAN entier de la paroi translucide se perça d'une gerbe de cristaux liquides. Les cris jaillirent. Je vis le corps figé d'un orateur s'effondrer, transpercé par une lame intangible. L'assemblée interflotte s'embrasa de panique, et je compris aussitôt, c'était bien une tentative, soigneusement programmée, pour éliminer toute voix qui oserait évoquer le mot interdit orbifold. Je forçai mes membres lourds à se redresser contre l'apesanteur agitée. Des gardes l'Oxaride déployèrent leurs armes à champ comprimé, mais ce fut trop tard, l'assaillant avait déjà disparu, dilué en moirure dans les conduits d'air. Je sentais les yeux de toutes les délégations converger vers moi, certaines ivres de suspicion, d'autres avides de confirmation. Je n'avais pas le luxe de la fuite. Je devais, plus que jamais, rappeler ce qui avait été oublié, l'art ancien de ma lignée. Je quittai la salle sous escorte, le bourdonnement des alarmes me suivant comme un second cœur. Les Cérates hurlaient encore derrière le rideau de gravité restauré, exigeant des représailles immédiates. Pourtant, j'étais déjà ailleurs, happé mentalement dans les profondeurs de la voûte des archives. Ce n'était pas seulement un refuge, c'était un sépulcre de mémoire, et j'étais l'un des rares capables d'en lire les plis. Les couloirs de la voûte s'ouvraient devant moi comme des puits sans fond. Chaque paroi chatoyait de glyphes mouvants, translucidité polychrome où s'entassaient les strates d'histoire,
compressés dans des couches de mémoire cristalloïde. Je fis sceller la porte derrière moi. Le silence était total, juste ponctué du ronflement profond de la mécanique dimensionnelle qui maintenait l'endroit suspendu hors du temps local. Je posai mes paumes contre le pilier central. Une vibration me reconnut, timbre chiffré de mon sang, sceau de ma lignée. Alors, les archives s'ouvrirent en cascade. Des continents de lumière flottèrent, des constellations architectoniques plièrent l'espace comme des ailes géantes qu'on déploie. L'héritage ancien revenait à moi, l'art de bâtir non pas dans la matière, mais dans les axes mêmes de dimension. Une science morte aux yeux de tous, condamnée à l'oubli après la fracture des millénaires salés. Une silhouette m'attendait, modelée dans l'holo-haleine de mes aïeux. C'était mon ancêtre, Qa Hélios, l'un des premiers architectes stellaires. Sa voix était fragmentée, érodée par les coupures du temps, mais je percevais sous la brume son autorité intacte. Elle comptait les couches et les entrelacs, décrivant comment nous avions autrefois élevé des dômes de réalité, structures cristallines où plusieurs lignes d'univers s'imbriquaient comme des coquilles. Ce que les autres appelaient magie n'était pour nous qu'ingénierie, à une échelle où matière et temps ne se distinguaient plus. Je revis les nacelles conçues jadis, vaisseaux capables de chevaucher les orbifolds, de plier l'extrado de l'espace comme une voile translucide. L'orichalcum, fusion minérale et ondulatoire, n'était pas seulement un métal mythique, mais une matrice polyphasique. Dans sa trame, nous inscrivions les coordonnées des mondes voisins. C'était cela que l'Assemblée craignait tant, et c'était cela que les Sérades désiraient s'approprier, le pouvoir de choisir quelle réalité devait entrer en résonance, et laquelle devait s'effondrer en cendres. Je sentis mes doigts trembler. Ce savoir n'était pas un fardeau, il était une arme à double tranchant. Je comprenais pourquoi l'assassin avait frappé dans la salle plénière, pas pour abattre au hasard, mais pour couper la parole à ceux qui rappelaient la mémoire. S'il réussissait à faire de moi un silence, il ne resterait plus que la brutalité des flottes. La voix de Qa Hélios se craquela soudain, prise dans un gel d'entropie. Un fragment d'alerte résonna, attention. Manipuler la nacelle sans architectonique stable provoque effondrement simultané de couches parallèles. Je respirais lentement, l'air filtrait à peine. C'était confirmé. Si les Sérades forçaient la nacelle, le choc orbifold ne serait pas une métaphore mais une certitude mécanique. Je quittais les résonances en me délestant d'un dernier regard vers mon ancêtre spectral. Les archives se replièrent, mais le frisson demeurait en moi, installé comme une fièvre. Dans le couloir Ers, je retrouvai mon escorte, nerveuse, les armes prêtes. Je savais déjà ce que je devais dire au conseil, l'art de masquer n'était plus suffisant, il faudrait choisir entre l'exil et la fracture. Un éclair de panique parcourut ma nuque lorsque les luminophasmes du plafond défaillirent en vagues discordantes. J'avais prononcé le mot interdit, choc orbifold, comme une mise en garde, et déjà je percevais dans les strates sous-jacentes de la station un écho anormal. Ce n'était pas une résonance acoustique mais une vibration géométrique, une pulsation dans les profondeurs du maillage dimensionnel. L'activation avait commencé. Pas une menace lointaine, pas une hypothèse pour effrayer le conseil, un processus discret, déjà en déroulement, depuis un lieu trop proche pour être fortuit. L'assemblée interflotte se trouvait prise dans l'amorce du basculement. Je gardai le silence quelques secondes, afin de contenir le tumulte et saisir chaque fragment de cette résonance. Les Sérades beuglaient, les aératides bruissaient de leurs membranes translucides, le conseil resserrait son halo de sécurité pour éviter les heurts, mais tout cela me parut secondaire, réduit à un fourmillement sans importance. Les systèmes gravitationnels tentaient de compenser la discontinuité qui déjà vrillait sous la carapace de la station diplomatique. Chaque respiration me résonnait comme filtrée par deux univers légèrement désaccordés. Je compris à cet instant que si je ne m'avançais pas, le choc orbifold se produirait sans guide, sans conscience pour en amortir la bascule. Je frappai une nouvelle fois l'estrade, non pour imposer le silence mais pour m'ancrer, persuadé que mes phalanges me maintiendraient à la ligne stable du réel le plus ferme. Les capteurs de la salle se mirent à chanter de courtes séquences d'alerte, puis s'éteignirent d'un même souffle, incapables de décrire ce qui n'appartenait plus aux paramètres connus. Alors je témoignai, ce n'est pas une menace, c'est déjà en cours. Vous l'avez déclenché, ou vous avez laissé votre volonté s'égarer vers la nacelle. Mon timbre était âpre, chargé de la peur même que je voulais conjurer. Un commandant Sérade bondit, ses excroissances chitineuses claquant dans l'air raréfié. Son regard brillant m'accusait d'imposture, mais il se raidit quand le sol lui sembla fléchir. La gravité fit demi-tour un instant, comme lorsqu'un navire perd son inertie en traversant une zone de courants invertis. Les bancs de la salle glissèrent de quelques degrés,
se maintenant à l'arrachement par des pinces magnétiques. Les délégués, même ceux incapables d'entendre les fréquences supraluminales, comprirent dans leur chair que l'équilibre universel se fragmentait. Puis je sentis l'appel en moi. Ce n'était pas une voix, ni une vision extérieure, mais un accord enfoui dans ma lignée, dans la mémoire déposée par Qa Hélios, l'ancêtre. Les architectes dans les axes avaient conçu la nacelle auricalcum non comme une arme, mais comme un cœur, une scène où toutes les géométries alternatives pourraient se répondre. Or cet instrument avait été réamorcé, et ses harmoniques bruissaient à travers mon sang. Je savais que mon héritage n'était pas un privilège mais une responsabilité, et que toute tentative de fuite nous scellerait dans un cataclysme irrémédiable. Je m'élançai hors du pupitre, laissant derrière moi l'écho brisé des conciliabules. Mes pas résonnaient d'une manière double, comme si le sol me rendait deux reflets temporels de chacun de mes mouvements. L'air même de la salle oscillait, ses reflets luminescents arqués en forteresse translucide, se gondolant comme un miroir liquide. Au-dessus de moi, des pans d'espace se refermaient comme des pétales trop lourds. Une fracture s'ouvrit dans l'assemblée. Pas une fissure matérielle mais un interstice où la vue se retournait contre elle-même. On pouvait y distinguer d'autres versions de la salle, légèrement déplacées, avec des délégations qui n'avaient pas fait exactement les mêmes gestes, portant d'autres signes de décision. La confusion réveilla les cris, mais je n'écoutais plus. J'étais attiré. Je passai la porte latérale qui menait aux coursives techniques, me guidant par des cartes mémorielles gravées dans mon enfance. Le conseil avait oublié, ou refusé de croire, que ma lignée avait dessiné, parmi les schémas fondateurs, ces souterrains de service. Mais sous mes paumes je retrouvais la vieille texture de l'alliage, sa résonance propre, et je savais qu'elle me mènerait au cœur du phénomène. Une rumeur roulait derrière moi, le cortège des Cérates s'élançait à ma poursuite. Peut-être croyait-il me capturer, ou me forcer à céder les secrets. Mais chaque couloir n'était plus qu'une approximation fluide, les cloisons se dérobaient, recollées par d'autres versions de la station. Plusieurs fois je crus sentir une main agripper mon épaule et s'évanouir aussitôt, comme si je n'avais pas choisi le même avenir que mes poursuives à NTS. Mon souffle s'était suspendu à la seconde même où je l'aperçus. Au milieu de la lueur tremblée des champs de gravité défaillants, parmi les silhouettes bigarrées des délégués paniqués, il se tenait là, immobile, comme une fissure dans le tissu des évidences. J'eus l'impression de voir un miroir surgi d'un gouffre, un autre moi, légèrement décalé, un reflet altéré dont les yeux semblaient connaître mes propres pensées avant même que je les formule. Ses lèvres n'avaient pas bougé, et pourtant, je perçus une injonction muette, aussi nette qu'une pulsation de l'espace, le choc orbifold avait déjà commencé. Je détournai les yeux une fraction d'instant, m'efforçant de peser mes gestes. L'assemblée entière tremblait, pas seulement sous le tumulte émotionnel, mais sous une résonance venue de plus loin que nous tous. Si je confirmais par mes paroles la réalité de cette rencontre, si je reconnaissais devant eux cette seconde existence de moi-même, cela suffirait à déclencher des accusations, des manipulations, et les Cérates ne laisseraient pas passer un tel aveu sans s'en emparer pour nourrir leur soif de contrôle. Pourtant, nier ce que j'avais vu équivalait à fermer les yeux face à la fracture cosmique qui se dressait. Je frappai à nouveau la table de l'estrade, sans chercher tant l'autorité que la cadence, il fallait donner un rythme, rancrer le présent contre la fuite des orbifolds. Les espèces amassées dans la nef suspendue cessèrent peu à peu leurs déplacements erratiques, leurs silhouettes translucides et chitineuses redevenant des ombres mobiles qui m'écoutaient, fascinées par l'écho que ma voix soulevait. Je choisis mes mots comme on avance sur un pont de glace. Nous débattons d'un outil trop ancien pour être possédé par une faction unique. Trop dangereux pour être contrôlé, trop implacable pour être nié. Chaque action prise contre la nacelle auricalcum resserre les mailles de ce que j'ai nommé le choc orbifold. Le silence qui avait suivi mon premier avertissement se répandit à nouveau, beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Même les mécanismes magnéto-acoustiques suspendus au plafond parurent ralentir leurs vibrations. Une espèce arachniforme replia ses membres, immobile comme frappé d'un tabou. Seuls les Cérates me fixaient avec colère et avidité, leurs écailles luisant comme des dagues sous les éclats de l'éclairage pendulaire. C'est alors que je ressentis une brûlure derrière la nuque, la même qu'enfant, quand j'approchais mes doigts des reliques interdites de l'oxarite. Je n'avais pas tourné la tête et pourtant je savais que mon autre moi s'était encore rapproché. Une partie de moi voulait s'élancer vers cette altérité, une autre se contraignait à maintenir le rituel du langage devant l'assemblée. Je me drapais dans mes fonctions, dissimulant le séisme intérieur sous une discipline que je croyais acquise. Le commandant Cérate rompit la pause, « Tes métaphores voilées ne sauveront rien, Clos SS. Tu as prononcé un mot interdit, transmis de siècle en siècle dans les strates sombres des archives.
Si le choc Orbifold est une menace, c'est la preuve même qu'il faut sceller à jamais la nacelle. Un brouhaha d'approbation et d'inquiétude s'éleva. Les Cérates avaient su frapper dans la forge des peurs communes. Je sentis la cohésion fragile de l'Assemblée se fissurer, chaque délégation cherchant à couvrir sa perte par un ralliement rapide à la puissance. Si rien ne les ramenait, la station diplomatique elle-même risquait de devenir un champ de bataille. Avec une lenteur étudiée, j'écartai mes bras. Au contact des fibres de mon vêtement, les réactifs cristallins s'ouvrirent comme des pétales et projetèrent une image hologénique. Non celle de l'orichalcum, je n'aurais pas osé, mais celle d'un schéma issu de la voûte des archives, que peu avaient contemplé, un enchevêtrement de sphères translucides reliées par des couloirs d'énergie. Voici, m'exclamai-je, la vérité qui nous lie. Vous appelez univers vos maisons, vos flottes, vos traditions. Mais chacune de ces bulles n'est qu'un fragment de plus grand que nous. Si l'une implose, toute vibre. Et le choc Orbifold n'est autre que cet instant où les bulles cessent d'osciller séparément et s'écrasent l'une dans l'autre. Je sentis un souffle parcourir l'assemblée, moitié fascination, moitié effroi. Derrière eux, mon double demeurait, figé, comme s'il m'accordait la possibilité d'avancer seul quelques instants encore. Mais je compris sans effort que son apparition était une fissure bien réelle, si je pouvais le voir, c'est que la frontière s'était déjà amincie. Le Conseil, d'un seul mouvement synchronisé, se dressa sur son estrade secondaire. Leur corps polymorphe prenait un aspect hiératique, chaque membre étiré vers le dôme translucide d'où vibrait une lueur verdâtre, comme un battement de gorge cosmique. Un grésillement aigu résonna soudain, secouant la salle de l'Assemblée interflotte, la paroi circulaire se plia sous l'impact d'un choc Orbifold. L'air vibra, chargé d'une résonance étrangère, et je crus voir les angles même hésiter, comme si l'espace s'était brièvement souvenu de sa plasticité enfouie. Au centre des regards, la nacelle orichalcum extrudait ses filaments d'énergie, éclat doré aussitôt happé dans le maelstrom des ondes. Cérate, silhouette frêle mais nimbée d'intentions opaques, posa une main griffue sur l'arc d'un transept fractal, sa présence seule ajoutait une dissonance dans la gravité tournoyante. Je sentis Chloé SS, non loin de moi, esquisser un geste retenu, ses membranes faciales parcourues de reflets sombres, comme si l'équilibre de sa lignée se suspendait, les parois de la salle du conseil se fissurèrent comme si elles n'avaient jamais appartenu à une seule et même géométrie. Autour de moi, des pans entiers d'espace se mirent à s'empiler, transparents, miroitants, chacun calqué sur un avenir légèrement différent du précédent. Je distinguais des silhouettes de délégués dédoublés, leurs gestes oscillant en retard ou en avance sur eux-mêmes, criant des injonctions que j'entendais en écho dilaté. La gravité elle-même battait, lourde puis presque absente, au gré des volutes d'Orbifold. Un vertige ancien m'écrasa les tempes, la nacelle avait brisé l'équilibre, et c'était moi qui avais prononcé les mots qui l'avaient déclenché. Je posai la paume sur l'estrade fracturée, cherchant la solidité d'un plan unique alors que mille reflets de mes doigts s'entrelaçaient dans une mosaïque tremblante. Quelques délégués, plus robustes à la dissonance dimensionnelle que d'autres, tentaient de maintenir leur dignité en s'agrippant aux rampes, mais la plupart semblaient pris d'une panique animale. Un officier Cérate, son armure lacérée par la dispersion lumineuse, hurlait un ordre martial qui ne parvenait pas à franchir le kaléidoscope du temps local. J'eus peur un instant que leurs armes énergétiques déchirent l'un des plans encore stables, achevant la salle en l'effondrant sur un vide sans orientation. Je respirai lentement, comme m'y avait instruit Q. Aelios dans les récits de mon enfance, lorsqu'un plan se déchire, il faut s'ancrer sur le corps, sur le souffle, non sur la logique. C'est cette mémoire qui me sauva. Les motifs géométriques de ma lignée s'éveillèrent dans mes perceptions, comme si mon sang lui-même savait reconnaître ce désordre. Les orbifolds n'étaient pas qu'une panique visuelle, ils formaient la signature d'un processus en train de se cristalliser. La nacelle cherchait un axe, une ligne autour de laquelle croiser ses potentialités. Je levai la voix, plus stable que je ne l'aurais cru possible. Conseil. Tenez vos âmes serrées. Les plans se chevauchent mais ne sont pas perdus. Écoutez-moi et fixez le centre, ici, à l'estrade. Certains délégués cessèrent leur spasme, retrouvant une concentration fragile. Leurs regards multiples se posèrent sur ma silhouette unique ou du moins la version considérée comme principale par cette harmonie encore vacillante. Les autres continuaient de se balancer dans des copies froissées, comme s'ils habitaient déjà d'autres trajectoires. Un claquement métallique résonna alors, soutenu par un éclat noir. Un rideau d'ombre se forma le long de la paroi orientale, et de cette fente émergèrent les émissaires Cérates, ou plutôt leur déclinaison. Ils avaient trouvé moyen de se stabiliser au sein du chaos, utilisant leurs armures comme encre gravito-résonante. 3 d'entre eux se découpèrent,
sobre et terrifiant, un commandant à crête, une stratège aux yeux pourprés, un sentinelle porteur d'une sphère gradient. Tous convergeaient vers le centre, vers moi, comme si l'estrade était désormais le dernier point encore négociable. Livré la nacelle, grinça la stratège, sa voix répercutée dans plusieurs orbifolds à la fois, formant une litanie glaçante. Je sentis les délégués du conseil trembler. Leur instinct de survie murmurait déjà qu'il valait mieux céder que lutter. Mais céder ici, c'était livrer à la faction un instrument capable de tordre des univers entiers pour leur guerre sans fin. Je plantai mes mains dans l'air, cherchant à saisir les filaments qui reliaient les couches superposées. Mes doigts rencontrèrent une résistance subtile, une texture de résonance presque musicale. La nacelle ne se trouvait peut-être pas physiquement dans cette salle, mais son influence perlait dans chaque vibration. Elle se souvenait de ma lignée. Alors me vint un choix instinctif, plus rapide que la pensée. J'ancrai mes perceptions sur le motif glissant et une spirale fractale qui s'ouvrait comme une fleur dans la brisure. Le souvenir de Qa Hélios traversa ma conscience, le premier architecte avait apprivoisé ces spirales pour dresser des ponts entre mondes. Si je reproduisais ce geste, je pourrais sans doute resserrer les orbifolds et offrir un instant de cohésion au Conseil. Mais dans le même mouvement, j'ouvrais aussi la voie à un déchaînement plus vaste, un seuil vers le choc orbifold lui-même. Mes muscles tremblaient, mon souffle se coupa. Les Cérates avançaient. Je perçus la lueur de leurs armes prêtes à s'embraser. Je crus entendre les échos des futurs possibles, des délégués dispersés dans des fragments de vide, la plateforme de l'Assemblée réduite en pure géométrie brisée, des mondes arrachés à leurs orbites. Le temps pressait. Alors je déchirai la spirale du sceau mémétique et laissai jaillir le flot incandescent de symboles, trop vaste pour mes pensées. Un grondement sec déchira aussitôt l'air, comme si la structure même du réel vacillait. La rupture ouvrit une faille dans l'architecture de phase, les parois invisibles se mirent à vibrer, chacune oscillant sur une fréquence démentielle. Les délégués hurlaient, compressés contre les parois de gravité locale qui s'effondraient puis se régénéraient anarchiquement. Je vis un Cérate aspiré par une courbure soudaine, tordu et figé comme une sculpture de verre avant de disparaître dans le néant. Tout ce qui avait été solide se fragmentait en lueurs denses, et je compris que j'avais réellement rompu la digue. La nacelle, privée de ses contrôles inertiels, heurta un couloir de distorsion et tangua brusquement. Les systèmes de stabilisation déclenchèrent des gerbes d'étincelles, arrachant une pluie métallique au plafond composite. Les écrans translucides affichaient encore je ne pouvais plus reculer. Mes propres organes résonnaient comme si des voix anciennes les traversaient. La contrepartie venue d'un plan voisin, un autre moi, issu d'une orbifraction divergente s'avançait et sa présence diluait l'air de la salle déjà saturée d'effroi. Les regards du conseil, figés dans le halo tremblant des projecteurs d'assemblée, attendaient un verdict. Si je refusais la fusion, l'écho de nos lignées risquait de se dissiper à jamais dans le vide des orbifolds. Si j'acceptais, je n'avais aucune certitude de demeurer intact. J'avançai, ouvris ma paume, et laissai la membrane de nos consciences s'imbriquer. Le premier choc fut une brûlure interne, non pas de la chair, mais des lignes de probabilité qui soutenaient mon être. La salle se dissipa dans un kaléidoscope de souvenirs qui n'étaient pas les miens, mais qui pourtant portaient mon goût. Le sable roux de l'Oxaride s'étendait, mais sous un autre soleil, plus froid, presque violet. Je percevais la voûte des archives comme un sanctuaire fractal, mais inversé, suspendu sous une mer gelée. J'étais lui et j'étais moi, et la tension de ce partage me déchirait, tout en m'exaltant. Une rumeur jaillit parmi les gradins concentriques. Les Cérates, bien que guerriers de nature, reculèrent d'instinct, comme si cette fusion les effrayait davantage qu'un canon à gravité. Le conseil se raidit. Des bancs entiers se détachèrent, flottant un instant dans l'air à cause d'une perturbation gravitationnelle et peut-être des nœuds dimensionnels que nous forcions à respirer ensemble. Je sentais les chines de l'assemblée gémir. Alors, dans le tumulte, une voix ancestrale se glissa dans ma conscience fusionnée. Qa Hélios, le premier architecte stellaire de ma lignée, se révéla sous la forme d'un souvenir cristallisé. Même dans cette mémoire empruntée, il s'inclina. J'avais toujours pensé que sa légende était une construction rituelle, une caution pour légitimer les lignées. Mais là, ces pensées me traversèrent directement. Les orbifolds sont dans les rivières. Les plier, c'est accepter qu'ils te mordent autant qu'ils t'abreuvent. Je vacillais sur l'estrade, et les assistants du conseil crurent que j'allais m'effondrer. La seconde vague de la fusion arriva comme une marée. J'étais témoin de ce que mon double avait vécu dans son monde, là-bas, la nacelle Auricalcom n'avait jamais été scellée par l'Assemblée, mais laissée à dériver,
manipulé par des guildes avides, jusqu'à fracturer une ceinture d'astéroïdes en un océan de fragments hurlants. Il avait survécu, mais amputé de cultures entières. J'entendis son cri muet lorsqu'il comprit que je ne connaissais pas cette perte. Alors nous nous liâmes plus étroitement, partageant cette douleur pour que le poids du souvenir ne soit plus porté seul. Une alarme retentit. Les systèmes de stabilisation de la station entraient en surcharge. L'air vibrait, comme parcouru de brefs arrachements. Les plastofibres des dalles craquaient. Le président de séance, une autre silhouette chrysalisée, s'agita, ses membranes translucides cherchant un équilibre impossible. On tira sur mes manches, mais je m'arrachai à l'emprise, le regard fixé vers les représentants Cérates. Ils fulminaient, hurlant que la fusion n'était qu'une mascarade, que je cherchais à gagner du temps pour m'approprier la nacelle. Je levai la main, et dans mon esprit partagé jaillit une architecture que je ne savais pas posséder. Des schémas de corridors multiplement superposés, de galeries torsadées reliant univers voisins, des cloisons transparentes sous lesquelles ruisselaient des échos d'astres. Je parlais d'une voix qui vibrait double, la mienne et celle de mon autre. Ce que vous convoitez, ce n'est pas un outil de guerre. Ce n'est pas une arme à verrouiller au creux de vos flottes. C'est une racine. La première et la dernière. Un silence fragile se posa. Les aératides, qui jusque-là s'étaient contentés d'attendre, inclinèrent le buste, comme si mes mots avaient percuté leurs résonateurs internes. Mais les Cérates ne cédèrent pas. L'un de leurs commandants fit jaillir un champ de contraintes portables, enfermant d'un halo pâle le pupitre où je me tenais. Sa voix, amplifiée, écrasa momentanément toute opposition. Libre ou enchaîné, tu remettras la nacelle. Nous ne plierons pas devant des illusions cosmiques. À cet instant, la fusion avec mon autre identité bascula encore d'1 degré. Nous sentîmes ensemble la pulsation invisible de la nacelle Orichalcum. Pas sa surface, pas sa matière, mais sa gravité topologique. Elle respirait, comme une marée figée cherchant un déversoir. Et comme 2 gouverneurs rivaux contemplant le même horizon, nous comprîmes que la moindre hésitation ouvrirait une faille dans l'ordre déjà vacillant. Le silence qui suivit mes paroles me lacéra plus durement qu'un cri. Devant moi, les silhouettes bigarrées des délégations semblaient vaciller, comme si la gravité défaillante cherchait à les délier de leur propre corps. J'avais énoncé l'impensable, j'avais ouvert la brèche d'un possible sacrifice, la survie de la réalité contre la survie de l'Assemblée. Je perçus aussitôt l'effroi collectif. Certains se recroquevillaient, d'autres cherchaient à s'agripper au rebord, comme pour ancrer leur peur au métal. Je me sentis seul, terriblement seul, malgré la foule, isolé au noyau noir d'une décision qui ne pouvait souffrir ni délai ni compromis. Je frappai une nouvelle fois la surface translucide de l'estrade, et le choc vibra dans mes os. J'étais l'héritier de Qa Helios, l'ombre du premier architecte, et il ne revenait qu'à moi d'engager la séquence prévue depuis des millénaires. Le mot « Orbifold » planait encore au-dessus de nous comme une menace tangible. Je vis la fissure dans l'air, à la jointure de la voûte hologénique, s'ouvrir lentement, effilochant la texture du monde. La nacelle avait entendu notre querelle, et elle répondait. Je me détournai des regards affolés en fixant le centre de l'assemblée, où l'on venait de déployer le noyau cristallin de l'Orichalcum pour l'examen. Son éclat glissait dans toutes les directions, diffractant l'éclairage en arabesques mouvantes, tressant la lumière même de nos respirations. Comme jadis, lorsque je n'étais qu'un enfant caché dans les corridors de l'Oxarite, j'éprouvais cette sensation intime de présence, une voix derrière la lumière, un murmure qui forçait mes capillaires à s'ouvrir. Les Cérates s'agitèrent aussitôt, croyant sans doute que le pouvoir leur échappait. Ils avancèrent, armure miroitante, exosquelette grinçant sur le sol organométallique. Leur commandant leva le bras, son index crochet pointant en ma direction, accusateur, presque prophétique. Je ne leur donnai pas une seconde pour formuler leurs menaces. Mes pensées frappèrent le circuit d'accès que seule ma lignée connaissait. Le sol se déroba alors sous les représentants, comme si la station entière venait d'entrer dans une respiration profonde. Les panaches de gaz miroitants s'élevèrent des conduits, les balcons se mirent à vibrer. La gravité artificielle hésita, se retourna dans un vertige renversant. Nous fûmes projetés contre les rambardes, les pupitres, les parois argentées de cette grande salle. Certains criaient, d'autres restaient muets, sidérés devant l'ouverture qui se dessinait. Car la nacelle n'obéissait pas docilement, elle s'éveillait. Ses facettes ne suivaient aucune logique géométrique stable, chacune glissant sur ses voisines avec un retard infinitésimal. Je percevais d'autres plans, imbriqués dans le nôtre, qui se chevauchaient comme des reflets multiples et instables.
À travers l'un d'eux, j'entrevis un océan figé, parsemé de bulles immenses, à travers un autre, une branche cristalline coulait le long d'un ciel inversé. La pluralité des mondes affluait par vagues, pressant sur la paroi fragile de cette réalité. La voix me rejoignit, amplifiée, claire, étrangère et pourtant profondément intime, Clo SS, il est temps. J'aurais juré reconnaître l'intonation de Qa Helios, mon ancêtre disparu dans les abîmes de l'histoire. Je sentis la salle entière s'infléchir vers moi, non pas les foules terrifiées, mais l'espace-temps lui-même. Une décision unique pouvait tout fixer, ou bien précipiter le choc orbifold. Je levai les mains. Les délégués qui restaient conscients me fixaient avec une terreur mêlée d'espoir, comme si mon geste pouvait suffire à les sauver. La faction des Cérates, dominée par leur commandant, me crachait des insultes déformées par les convulsions acoustiques du chant. À cet instant, je ne craignis plus leurs armes. La seule arme véritable résidait là, dans mon sang, dans la nacelle qui tournait comme une serrure en attente de clé. Je m'avançai sur la passerelle qui menait au noyau de l'orichalcum. Mes pas résonnaient tantôt lourds, tantôt légers, dépendant du caprice des champs gravifiques flottants. Je sentais sur ma peau l'assaut d'autres atmosphères, de vents qui n'existaient pas encore ici. Les factions rivales s'entrechoquaient dans le chaos, tentant de résister aux déplacements aléatoires de la station. Moi seul trouvais une trajectoire stable, guidée par une main invisible, par la mémoire de ma lignée. Lorsque je touchai le noyau, une onde me traversa. Je crus que mon crâne se déchirait, que mes neurones se réarrangeaient en spirales étrangères. Une carte s'imposa à moi, gravée de feux mouvants, comme une architecture qui n'appartenait à aucune espèce connue. Je n'ai pas lutté contre la douleur, je l'ai laissé m'engloutir. Lorsque mes sens revinrent, je découvris que je n'étais plus tout à fait le même. Chaque regard posé sur moi dans l'assemblée interflotte se chargeait d'un éclat mêlé de crainte et de respect. Mon corps me semblait plus fragile, mais mes pensées, elles, s'étendaient jusque dans les zones de silence où les flottes n'osaient jamais pénétrer. J'avais gagné un souffle nouveau, mais au prix d'une coupure intime, les visages familiers de mes compagnons m'apparaissaient avec une étrangeté douloureuse, comme si nous n'appartenions déjà plus à la même époque. Autour de moi, les autres factions se fissurèrent, certaines, épuisées, demandèrent asile, d'autres se désagrégèrent dans un long murmure, leur vaisseau errant à la dérive vers les confins. Le tumulte s'éteignit.